parole. J'ai préparé quelques diapos pour accompagner mon discours. Donc j'attends juste qu'elle soit affichée et je vais pouvoir commencer. Paris du LOSC qui a été champion l'année dernière. C'est un disclaimer important avant de commencer, c'est que j'ai rejoint le club au courant de l'été. Donc ça n'est pas du tout grâce à vous. Bah, justement, vous allez voir peut-être les effets de mon arrivée. Pour l'instant, c'est pas fait le même début de saison que l'an passé. Vous pouvez vous mettre au centre, Martin, s'il vous plaît, on vous verra mieux et on va afficher vos slides sur l'écran qui est derrière nous parce que pour l'instant, nous ne les voyons que devant. Et pour que tout le monde puisse en profiter, on va les découvrir aussi, derrière. Ouais, ce que je peux vous dire pour meubler en attendant les slides, c'est que parlant de technologie et de data, vous l'avez vu, on peut très facilement, je dirais un peu vite, partir dans tous les sens parce qu'il y a cet accès aujourd'hui à la technologie du fait du développement global qui nous a atteint dans toutes les sphères de la société, si vous voulez. Et moi, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est vraiment une approche très, très centrée avec, comme on dit en anglais, un case study, un exemple très centré sur le retour de la blessure, pour vous montrer un peu comment on essaye de mettre la technologie et les data au service d'un process très, très précis. Alors, je parle de performance. Voilà mon rôle, Head of Performance, qu'est-ce que c'est? La performance, c'est de mettre des buts, de gagner des matchs, c'est évident. Donc, pour moi, le Head of Performance, c'est réellement le coach qui est responsable de l'équipe et des résultats. Mais voilà, dans nos métiers, on nous appelle comme ça. Et à mon niveau, avec les choses sur lesquelles je peux peut-être avoir un petit peu d'influence, c'est la capacité des joueurs, essentiellement donc leur performance physique, mais aussi la disponibilité sur laquelle on travaille énormément. Et l'un sans l'autre, évidemment, on va pas très loin, parce que pour avoir des joueurs en pleine forme mais qui se blessent tous les 3 semaines, c'est compliqué. Des joueurs qui sont blessés, qui mettent 3 mois à revenir, c'est compliqué aussi. Donc, on est dans le très haut niveau. On essaie vraiment de mettre justement cette technologie au service du suivi des joueurs pour que ce soit plus performant, qu'ils se blessent moins ou qu'ils reviennent plus rapidement si jamais ils ont eu la malchance de se blesser. Alors voilà, je prends l'exemple du retour de blessure. Donc si c'est un événement malheureux qui arrive, il y a évidemment plusieurs phases qui accompagnent les jours et les semaines qui suivent cette blessure. Une partie où il va être essentiellement avec le service médical, où il va être sur des soins et un reconditionnement. En général, les joueurs passent par une phase où ils sont sur le terrain de manière individuelle. Progressivement, ils reviennent dans le groupe. Et après avoir passé quelques jours à s'entraîner, ils reviennent à la compétition. Donc, je me sers de cet exemple pour vous, c'est assez pénible avec les diapos quand même, pour pouvoir essayer de... Voilà, ok, donc je vous ai déjà fait tout ça. Donc la première des choses, pour accompagner un joueur sur sa période de retour, c'est de bien se caler sur les contenus entre les différents acteurs du staff et qui vont travailler ensemble, donc qui sont impliqués dans ces différentes phases. Et une des meilleures manières de gérer et de suivre les contenus, non, on va pas y arriver. On va pas y arriver. Ok. Donc, on essaie d'avoir à notre service différents systèmes. Un système que j'utilise, c'est le système Kitman Lab, qui est une grande plateforme informatique sur laquelle on peut tous se connecter, quel que soit notre corps de métier. On s'y connecte et on y met et on y cherche de l'information. Ça nous permet d'avoir ce qu'on appelle des dashboards, des tableaux de bord pour le partage de l'information. Donc là, on n'est pas dans la technologie vraiment matérielle, mais c'est la technologie plutôt logicielle. Ensuite, vous avez manqué la diapo, mais je ne vais pas revenir dessus. On essaie ensuite d'aller suivre régulièrement les capacités des joueurs et voir comment est-ce qu'ils progressent dans, par exemple, un niveau de force qu'ils auraient perdu suite à une blessure. Qu'est-ce qu'on fait? C'est juste impossible. Ou alors je vais me coller peut-être ici. Voilà. Donc,
Voilà, donc on a un capteur par exemple qui permet de mesurer la force en direct des ischios. Alors, Gaël vous a déjà montré un peu certaines technologies similaires qui peuvent être utilisées ici. Donc c'est important d'avoir ça dans une idée que ces mesures de force, on va pas les prendre juste comme ça parce que ça nous intéresse, mais elles vont être liées à des phases qui sont des phases spécifiques qui, d'avoir atteint un niveau de force, par exemple, à un certain moment, va nous permettre de faire plus de choses sur le terrain, et ainsi de suite. C'est un peu une idée de pouvoir passer des étapes clés, quoi. Ça, c'est en termes de mesurer le retour de la force. Au niveau de son suivi de ce qu'on appelle la charge de travail, donc quelles sont les contraintes que le joueur va subir, va recevoir au fur et à mesure des jours quand il va passer sur cette période de transition sur le terrain. Les joueurs portent des GPS dans le dos, et qui donc mesurent leurs déplacements, leurs accélérations, les distances dans différentes zones de vitesse. Ça, c'est hyper précis pour être capable de suivre et de voir l'évolution progressive, si possible, de ces contenus sur le travail. Donc déjà, on a des technologies logicielles, technologies matérielles, capteurs de force. Là, on a une technologie plutôt par rapport à des déplacements. Peut se combiner à ça aussi, surtout, on va suivre aussi son niveau de fitness. Donc là, quand j'appelle essentiellement sa capacité physique, sa forme. Donc on fait régulièrement des petites courses au maximal, on regarde les réponses de fréquence cardiaque. Donc ça, c'est probablement la technologie que vous connaissez tous, qui est la plus ancienne, mais on continue à suivre la fréquence cardiaque de manière télémétrique. Et en réponse à ces variations de fréquence cardiaque, on peut se faire un avis sur son niveau de forme. Et dans cet exemple-là, vous voyez le joueur qui était avec une fréquence cardiaque qui descendait en plus le temps est plus progressé dans la saison, il se blesse, et au retour de sa blessure, sa fréquence cardiaque pour un même exercice est remontée, c'est-à-dire qu'il a perdu un peu de sa capacité cardio-respiratoire. C'est un bon indice pour pouvoir dire « Ok, il va falloir qu'on progresse et qu'on retravaille là-dessus, par exemple ». Un autre niveau qui est beaucoup plus, cette fois-ci, qualitatif, dans le premier aspect, c'est de voir comment le joueur court et à retrouver sa technique antérieure de course. Donc évidemment, il y a l'œil de l'expert. On peut le regarder courir comme ça et se dire bah, tout va bien. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on fait régulièrement des analyses un peu plus spécifiques, plutôt biomécaniques, de certaines angulations clés par rapport à son bassin, des choses comme ça, on peut avoir des zones de référence, des angles de référence. Et d'ailleurs, on peut voir comment est-ce qu'on retrouve ces angulations spécifiques ou certaines angulations qu'on va juger plus, on va dire, à risque que d'autres. Ça, c'est sur l'aspect très qualitatif. Sur l'aspect quantitatif, on utilise aussi une technologie qui est vraiment là, donc, à la pointe aujourd'hui, qui est donc ce système qu'on appelle le Player Maker. Et vous voyez, les joueurs sur les chaussures, ils ont des petits caoutchoucs là, qui intègrent en fait des accéléromètres. L'intérêt de cette technologie, c'est qu'elle va permettre d'avoir des mesures très très précises, des temps de contact au sol aussi, mais pas seulement. Quand c'est des situations jouées comme ici, eh bien, on peut aussi avoir contact avec la balle, des choses comme ça. Donc dans une réhabilitation, quand on utilise cet outil-là, ça permet de voir un petit peu aussi que sur une première séance, on va demander aux joueurs de toucher 25 ballons, alors que sur une séance suivante, ils vont en toucher 35 et 50. Donc on peut aussi, d'une même manière qu'avec un GPS, on peut mesurer la progressivité du volume de course, avec cet outil-là, on peut mesurer la progressivité de l'utilisation du ballon, mais aussi, comme il y a les temps de contact, sur des périodes ou sur des courses très, très standardisées, on mesure aussi la qualité des temps de contact, la qualité de la foulée, et ça nous permet, un peu comme je faisais avant avec mon suivi de fréquence cardiaque, ici je peux avoir un suivi de l'efficacité de la foulée au travers de ces mesures de temps de contact. Donc vous voyez, on le suit vraiment à tous les niveaux, et une fois de plus, comme je disais, ça nous permet vraiment de valider des temps de passage avant de passer à un autre contenu. Donc ce n'est pas la technologie qu'on met un peu à tout va comme ça, elle est toujours liée à une prise de décision, et dans cet exemple-là, au passage d'une phase à une autre. L'avant-dernier exemple que j'ai, c'est le suivi de la vitesse. Donc là aussi, le GPS est hyper intéressant. C'est de valider, une fois de plus, que le joueur atteint certaines vitesses à certains moments dans son process. L'intérêt là, c'est qu'on a les vitesses, qu'on dit, en live. Donc souvent, c'est sur un iPad ou un téléphone. Et donc, on peut voir en direct si le joueur a suffisamment couru à la vitesse qu'on espérait ou pas. Des fois, on va chercher à le contrôler, à ce qu'il court un peu moins vite quand on est dans une phase encore, on prend des précautions. Et sinon, on va chercher à le pousser. Donc d'avoir l'information en live, ça a aussi changé nos pratiques à tous. Voilà. Et pour accompagner tout ce process général de progression, on fait ce qu'on appelle aussi des mesures très simples de l'anglais wellness, mais en fait de bien-être. On utilise aussi, une fois de plus, la technologie logicielle, mais au travers des applications qui viennent souvent avec ce type de système.
Et là aussi, j'ai une dernière qui, je l'espère, va passer. Voilà. Et donc, au travers de cette application, on va demander aux joueurs tous les jours de nous donner son ressenti sur un niveau de courbature, sur un niveau de fraîcheur, un niveau de forme, est-ce qu'il sent une gêne à certains endroits ou d'autres. Et tout ça, ça nous permet de vraiment, je dirais, boucler la boucle et de nous aider aussi, éventuellement, à passer d'une phase à une autre et de valider le process. Voilà. Donc, pour terminer, et je pense que je vais un petit peu lancer, je pense, une partie de la discussion ensemble, sur l'importance de la data et de la technologie. Et je dirais que, évidemment, il faut commencer, à mon sens, par là, c'est que c'est loin d'être une fin en soi, et ça, on le voit partout, que les gens imaginent qu'un club qui a des moyens va acheter un système de GPS et les choses vont aller mieux. Si on n'a pas cette capacité de réfléchir à quelle est la performance, comment marche mon pointeur pour changer de diapo et tout ça, on a forcément du mal. Donc, pensez, cette technologie, comment est-ce que je peux l'intégrer dans mon idée d'améliorer la performance, capacité, disponibilité. Et surtout, une intégration, je crois que c'est une blague, une intégration dans un process global. Donc, quand je dis process global, je vous donne l'exemple du retour à la blessure, mais quelle est la data qui, à un moment donné, peut m'aider à prendre une décision. Pendant les 10 premiers jours où le joueur est sur la table avec un kiné, on a une capacité plus réduite à prendre des mesures, puisqu'on n'a pas de capteur de force, il ne va pas courir dehors. Peut-être que là, ça va être une échographie qui va nous aider. Donc, la data doit être systématiquement contextualisée. Et il faut à chaque fois penser coût-bénéfice, le coût réel de la technologie pour ce que ça peut vraiment amener en termes de prise de décision, mais aussi le coût, le temps qu'on va passer avec le joueur à le persuader qu'il faut prendre cette mesure-là, qu'il faut mettre cet équipement, qu'il faut mettre ce gadget et tout. Donc voilà, toujours, en espagnol, on dit la mano izquierda, c'est la capacité à faire les choses, mais d'une manière, dans une main de velours, c'est à peu près ça. Et voilà, puis j'avais terminé, merci beaucoup. Merci beaucoup Martin, c'était passionnant et voilà, c'est pas grave, on a tout compris et merci beaucoup et vous restez avec nous, mais vous avez lancé le débat sur ce sujet je vais commencer avec vous Aurélie Jean, quoi, on peut parler de révolution data dans le sport, comment vous interprétez, alors je vais quand même le rappeler, vous êtes mathématicienne, numéricienne, comment vous interprétez l'arrivée massive, on peut le dire, des stats dans le sport? Alors en fait, pour ça, donc je vous remercie pour votre question. Pour ça, il faut revenir dans l'histoire de ce qu'on appelle l'analytique sportive. Sportive Analytics. Donc en fait, l'histoire, c'est que ça a commencé... Moi, je me suis intéressée parce que la seule fois où j'ai travaillé dans un domaine qui a impacté le sport, c'est lorsque j'ai travaillé sur le traumatisme crânien il y a quelques années, où par des simulations numériques et des modèles mathématiques assez avancés, j'ai pu écrire une loi pour détecter les risques de traumatisme crânien d'un humain connaissant le type de choc qu'il a reçu à la tête. Et bien évidemment, la NFL, donc la Ligue de football américaine, s'y est fortement intéressée, puisqu'ils ont des cas de traumatisme crânien, comme vous le savez sûrement. Donc, du coup, je me suis intéressée à l'histoire. Pourquoi aujourd'hui on fait ça et pas avant, et comment on est arrivé à ça, justement? Et bien, l'histoire est ancienne. Ça a commencé à la fin du 19e siècle, où en fait un journaliste du New York Times, qui était spécialiste du cricket, a commencé à utiliser les chiffres et les performances, en fait, les scores des matchs du passé historique pour aller anticiper les matchs du futur. Donc il a commencé à faire ça. Ensuite, ça a été utilisé dans le baseball. Ça a été énormément utilisé dans le baseball. Pour ceux qui connaissent le film Moneyball, avec Brad Pitt, qui est très bien dans ce film, et bien justement, il parle de ça. Il parle de statistiques et voilà. Et il est arrivé un moment après, donc on a eu la moitié du XXe siècle, donc l'arrivée des ordinateurs. On a pu du coup passer d'un calcul manuel statistique à des calculs automatiques. Puis on est arrivé à l'espace, donc là je fais des grands bonds, hein. On est arrivé au moment d'Internet, donc c'est-à-dire qu'on est passé à des données qui étaient stockées localement dans une machine, et peu de données, hein, bien évidemment, à des données qui étaient transportées. Et en plus, on avait des capacités de stockage qui augmentaient, bien évidemment. Après, on est arrivé à l'époque donc l'Internet, ça a permis aussi d'arriver sur des objets connectés. Donc, ce que présentait Martin, typiquement, on est capable aussi d'aller collecter de la data en live, en temps réel ou quasi réel sur des joueurs, sur des sportifs, en entraînement, en dehors de l'entraînement, pendant un match, etc., pour pouvoir optimiser un entraînement, pour pouvoir suivre une blessure, anticiper, prédire une blessure aussi, on peut faire des choses comme ça, etc. Et puis il y a eu l'arrivée du big data, donc avec cette révolution. Donc on va mettre ça autour, moi je le situe en 2010. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est là où on a eu une énorme révolution algorithmique.
Donc l'algorithme, c'est vraiment quelque part l'objet numérique et mathématique qui permet de modéliser le phénomène qu'on souhaite simuler. Et grâce à ces algorithmes, alors il n'y a pas des algorithmes dans tous les cas qu'on va discuter aujourd'hui sûrement, hein, mais il y a des cas, beaucoup de cas où en fait on a pu, avec l'amélioration des algorithmes dans leur performance, dans leur abstraction, et dans la taille aussi des problèmes qu'ils pouvaient résoudre, on a pu aller beaucoup plus loin dans l'usage de ces datas, des données sportives. Et encore une fois, ça touche, c'est un large panel. On a commencé par les statistiques pour les anticiper les équipes qui allaient gagner, voilà, pour les paris sportifs, hein, grosso modo. Mais en fait, il y a aussi toutes les questions de performance et les questions de détection, d'évaluation de risque de blessures. Ça peut être de personnalisation de l'entraînement, etc., etc. Enfin, il y a plein de choses qui sont faites aujourd'hui. Et encore une fois, moi, c'est vrai que c'est pas mon domaine. Je pense qu'il y aura des gens ici qui pourront parler plus pratiquement de ce qui est fait dans le domaine de la recherche ou dans le domaine de l'industrie. On va en parler, oui. Avec vous, Jean-Pierre Suita, vous êtes président de la Fédération française de basket. Alors, voilà, on parle de cette révolution data que vous prenez forcément en compte. Vous avez un plan innovation 2024 comme les Jeux Olympiques. Bien sûr, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, quelle place ont les data dans ce plan, comment on se positionne concrètement quand on est une fédération par rapport à ça? Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors déjà, je suis tous un spécialiste de data, donc je vois les éminents spécialistes. Moi, je vais vous donner l'éclairage d'une fédération. Nous, on a deux grandes missions, une fédération. On a le champ de la performance, je reviendrai après, et puis le champ du développement de notre sport sur les territoires. Le développement du sport sur les territoires, c'est un nombre de personnes qui ont une connexion avec notre sport. Ils le pratiquent ou ils l'encadrent, etc. Donc nous avons là-dessus nos 4000 clubs, 700 000 licenciés, nous avons 2,5 millions de pratiquants non licenciés. Et tout ça, ça fait quand même de la data. Et on s'aperçoit qu'avec cette notion d'ubérisation du sport, les gens maintenant consomment de la data et cherchent directement des informations sans passer par le traditionnel, qui est le club, etc. Donc là, on a développé toute une stratégie d'innovation pour aider notre réseau, pour être en contact avec des pratiquants qui ne sont pas connus aujourd'hui, et pour derrière rentrer plus finement avec nos licenciés. Donc ça, c'est la partie, je dirais, territoire. Puis ensuite, la performance. Nous, la performance, on a deux niveaux de performance. On a ce qu'on appelle la performance immédiate. Prendre les meilleurs joueurs, les meilleures joueuses du moment et puis les faire gagner. Les Jeux Olympiques, par exemple, il y a eu un petit mois, on a fait quelque chose de bien. On a failli gagner la finale, on a failli gagner contre les Américains. Donc ça veut dire qu'il faut prendre les meilleurs et que les meilleurs soient en forme et que s'ils nous permettent de gagner. Donc ça, c'est la performance immédiate, j'y reviendrai après. Puis ensuite, il y a la performance durable. Il faut qu'on crée de nouveaux champions, de nouvelles championnes. Et ça, bon, c'est un process qu'on organise au travers d'une détection, et puis derrière de mettre des gens dans une filière en fonction de, je dirais, de la révolution en âge, etc., etc. Et puis on se pose la question de savoir où est-ce qu'on va au travers de la gestion et puis de l'exploitation des datas. Concernant la performance, je dirais, immédiate, on a des joueurs et des joueuses qu'on ne dispose pas comme un club. On ne les a que pour quelques jours, dans la préparation, dans la récupération, quand ils arrivent d'une compétition dans laquelle parfois ils arrivent la veille ou l'avant-veille. Et puis, il faut qu'on les mette en condition pour jouer ensemble, avec un certain niveau collectif. Donc on ne peut pas avoir le même process qu'un club de pouvoir les équiper, suivre la data, etc. Par contre, on s'est aperçu pour les garçons que la NBA fait ça. Et la NBA le fait très bien. Et le fait que la NBA le fait amène d'autres joueurs et globalement d'autres structures, dans les clubs professionnels en France ou en Europe, d'aller aussi chercher à suivre leurs joueurs comme le fait l'NBA. Et ça, c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit que nos joueurs aujourd'hui qui viennent de l'NBA sont prêts, sont suivis, sont prêts, et on le voit sur le terrain. Si on gagne davantage aujourd'hui, c'est parce qu'on a des joueurs qui arrivent, qui ont une vraie démarche professionnelle, et parce que justement, je pense qu'ils sont suivis au travers de ces datas. Les autres, c'est encore très loin de tout ça. Par exemple, le basket féminin, on n'a pas, sauf qu'à quelques exceptions, cette évolution vers un suivi et la gestion de ces datas. Par contre, on peut créer cette culture et on peut la créer au travers de ce que moi j'appelle la performance durable. Les jeunes qui rentrent dans ce process, nous les meilleurs, on les met à l'INSEP. On a le centre fédéral dans lequel les meilleurs joueurs et les meilleures joueuses sont à l'INSEP. Et là, on peut créer cette culture. Rien ne nous empêche, parce qu'on les a pendant 3 ans. Ils sont jeunes, ils progressent. Et on a très souvent des gens qui se blessent, par exemple, à ce niveau.
Est-ce qu'on est sur du surentraînement? Est-ce qu'à un moment donné, on les entraîne mal? On les entraîne tous de la même manière? C'était comme ça par le passé. On peut effectivement personnaliser les entraînements, ça a été dit tout à l'heure. Et je pense que là, on a besoin de progresser. J'étais en Australie, moi, juste avant le Covid. On a vu que l'AIS, qui est l'équivalent de l'INSEP en Australie, ils sont déjà équipés. Ils sont équipés, donc les joueurs, les joueuses ont des capteurs. Il y a des capteurs un petit peu pour avoir des données GPS, et tout ça, ça fonctionne. Et ils sont capables de dire, globalement, de personnaliser les entraînements, de travailler sur la récupération, etc. Il faut qu'on fasse pareil. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut accélérer, que vous, au niveau de la fédération, vous vous rendez compte que peut-être, oui, ailleurs, c'est allé plus vite et qu'il y a un petit retard à rattraper? Pas un retard, mais on fait partie des meilleurs, mais on veut être le tout meilleur. On veut battre les Américains en 2024. Donc pour ça, on va se mettre des capteurs partout pour être champion. Est-ce que, on le disait, c'était il y a 2010, la révolution data, Jean-Pierre Suita. Le basket, qui est un sport de chiffres, hein, pour le coup, la data, on a toujours connu ça, en tout cas en termes notamment de statistiques. Est-ce que c'est une problématique qui est toute nouvelle, dont on s'empare depuis très, très peu de temps? Bon, ça a toujours existé, on a toujours cherché à trouver des solutions. Par exemple, sur l'observation, on est sur un sport collectif, on essaie de mettre en place une stratégie pour battre l'équipe en face. Donc on fait de l'observation, ça a beaucoup évolué sur l'observation vidéo. Autrefois, on faisait des VHS et puis il fallait qu'on découpe des VHS. Maintenant, il y a des applications qui permettent directement à l'essentiel. Et ça fait gagner du temps, ça permet à un moment donné d'être très impactant sur le discours du coach et puis de la réception des joueurs. Donc on avance bien au niveau de la data. Donc ça a toujours existé, je dirais, des stats, on individualise, on découpe, on sait que tel joueur, il va partir à gauche plutôt qu'à droite, il va dribbler haut, il va dribbler bas, tout ça, ça se sait, et on s'en sert. Mais vous savez, moi je le vois, par exemple en 2019, on a battu les Américains sur les quarts de finale, on s'est dit, ça y est, on va être champion, on va se retrouver. Puis on perd contre les Argentins, juste après, alors qu'on s'est aperçu qu'on a perdu contre les Argentins parce qu'on n'était peut-être pas en situation de récupérer. Il y a eu des faits qui font qu'on n'a pas été bon dans la récupération. Voilà, l'excitation de gagner les Américains et tout ça. Et ça, je pense qu'il faut qu'on progresse. Ça ne sert à rien de faire un joli exploit et puis de se planter, comme on a fait d'ailleurs en 2014, comme ça arrive assez souvent. Tout ça, il faut qu'en 2024, on gagne, on récupère, et puis à la fin, on a la médaille d'or. On le souhaite, j'allais dire on vous le souhaite, mais non, on le souhaite tous. Guillaume Raot, vous êtes, alors je vais essayer de tout dire, maître de conférence à la faculté des sciences du sport à l'université d'Aix-Marseille, l'Institut des sciences du mouvement et au CNRS. C'est bon, j'ai rien oublié. Vous êtes spécialiste de biomécanique. Déjà, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce qu'est la biomécanique ? Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Donc la biomécanique, c'est une activité schizophrène, c'est-à-dire que c'est appliquer la mécanique au vivant. Et donc il faut être capable d'avoir un pied dans chaque monde, un pied dans le domaine de la mécanique, des équations, des maths, de la physique, et puis un pied dans le domaine du vivant, parce que l'objectif c'est d'être capable de quantifier le mouvement et des variables qu'on va aller chercher dans le mouvement. Et donc tout à l'heure, Martin en parlait, quand on parle de temps de contact estimé à partir d'accéléromètres posés sur la chaussure, il y a 1, 2 ou 12 biomécaniciens qui sont penchés sur la question pour arriver à faire le lien entre la data, donc ce qui sort du capteur, et puis une donnée qui est interprétable par l'entraîneur, par le pratiquant. Et alors on le fait en modélisant, c'est ce que vous faites, le corps humain. Expliquez-nous. Oui, exactement. Donc pour faire ça, on emploie des modèles, donc en fait des équations mathématiques qui font le lien entre les données d'entrée des capteurs et puis les données de sortie des variables interprétables. Et donc on peut avoir des modèles de toutes sortes. On peut avoir des modèles qui vont dans l'ultra détail. Et donc par exemple, on va développer des modèles qui sont capables de prédire des stress ou des contraintes au niveau des os pendant l'activité. Alors évidemment, on n'arrive pas à faire ça en temps réel. Ça nécessite de la fusion de données, ça nécessite des données d'imagerie médicale, ça nécessite des données du patient, ça nécessite des données de terrain. Mais on a ces modèles-là où on va dans l'ultra précis. Et puis, à l'inverse, on a des modèles qui sont beaucoup plus globaux. Et un exemple parlant, c'est les modèles météo. C'est-à-dire que pour être capable d'estimer correctement la météo à Lille, où il ne pleut pas toujours, la preuve, il faut qu'on soit capable de prendre des données sur la température de l'océan Atlantique. D'ailleurs, pendant le Covid, on l'a bien vu, les avions ne volaient plus, il n'y avait plus de données, et la météo était très mauvaise. Enfin, la prédiction météo était très mauvaise. Alors comment on transpose ça au corps humain et au sport ?
Alors globalement, il y a deux axes de développement. Il y a tout ce qui va être interaction entre l'homme et le matériel. Quand on parle de performance, on développe du matériel et vous pouvez avoir la meilleure chaussure. Si jamais votre athlète n'est pas capable de l'utiliser ou qu'elle n'est pas designée pour cet athlète-là, eh bien, en gros, la performance diminuera. Donc la première chose, c'est d'être capable d'intégrer tous ces facteurs-là et toutes ces données-là pour bien comprendre l'interaction entre l'homme et le matériel et pour l'optimiser. Et puis, comme Martin le présentait aussi, il y a la possibilité d'avoir aussi un modèle un petit peu plus global où on va s'orienter vers la prédiction de la blessure ou l'aide au retour de blessure. Et donc là, c'est pareil, on essaye de rentrer le maximum de données, le maximum de capteurs pour aller justement optimiser cette performance ou réduire le risque de blessure. Et un dernier point, peut-être pour faire la passe à Franck, on a aussi des modèles ou des outils qui nous permettent de faire on va dire de l'apprentissage ou de l'amélioration d'apprentissage. Et donc, dans l'aspect formation, de gagner du temps sur la formation. Et donc là, on est sur des nouvelles technologies, des nouvelles données, par exemple de la réalité virtuelle. Oui, c'est ça, on va parler. Elle est pas mal, votre passe, elle est directe. C'était préparé. On va parler avec votre voisin, Franck, professeur à l'Université de Rennes. Vous travaillez, vous, donc, sur la réalité virtuelle. Comment elle peut s'appliquer, racontez-nous, dans l'entraînement des sportifs. C'est encore une histoire de prédiction, hein. C'est un mot qui revient beaucoup dans vos propos. Donc, bonjour tout le monde. Donc effectivement, la réalité virtuelle, on l'utilise, on l'a explorée depuis maintenant presque 20 ans dans le domaine du sport. Alors, la réalité virtuelle, c'est un outil comme un autre, donc c'est pas le tout d'avoir l'outil, il faut bien réfléchir à la façon de l'utiliser de manière sérieuse. En particulier, si vous avez tous joué aux jeux vidéo, vous avez fait du Wii Tennis, à la fin de Wii Tennis, vous n'êtes pas meilleur en tennis quand vous allez sur le terrain. Donc là, nous, l'objectif de la réalité virtuelle, c'est de pouvoir utiliser cet outil-là et qu'à la fin, vous soyez meilleur dans votre monde réel. Donc ça, c'est le gros défi. Et donc, première chose à faire, comme l'expliquent Guillaume et Martin, c'est d'analyser la situation réelle déjà, de comprendre l'activité de la personne et d'isoler les sous-compétences qui sont nécessaires. Ça peut être des sous-compétences physiques, être capable effectivement d'avoir une force physique ou de développer de manière explosive de la force. Ça peut être aussi cognitif, être capable de comprendre la stratégie de jeu et de prendre des décisions. Ça peut être psychologique, avec les aspects gestion du stress par exemple, etc. Donc en fait, la réalité virtuelle, on va commencer par isoler les sous-compétences qui nous intéressent et qu'on veut travailler. Et ce qui est important de comprendre, c'est que la réalité virtuelle n'est pas intéressante pour refaire le réel, elle est intéressante pour justement faire des choses qu'on ne peut pas faire avec le réel. Par exemple, entraîner une sous-compétence qui ne peut pas être isolée d'habitude. Travailler la stratégie de jeu, alors que la stratégie de jeu va me nécessiter que je dois aussi avoir une capacité physique pour faire cette stratégie de jeu. Et je vais pouvoir m'entraîner à la stratégie indépendamment de ma capacité physique. Je vais prendre tout à l'heure un exemple sur la boxe, où, on va voir une petite vidéo là tout à l'heure, où on voit effectivement que le boxeur, quand il veut travailler l'anticipation du coup de l'adversaire... On va la découvrir ouais, je crois qu'elle arrive, elle est en route, là, je vois sur les écrans que ça se prépare. C'est Martin qui va se charger de nous la mettre sur les écrans, ça va sûrement marcher. Voilà, elle a l'air d'arriver. Donc on va se retrouver dans une situation en fait où, pour anticiper ce que fait l'adversaire, je vais prendre des informations sur cet adversaire et je vais essayer de deviner ce qu'il va faire ensuite. Et si je m'entraîne en réel, eh bien, je vais prendre des coups, je vais physiquement prendre des risques et donc je vais limiter le nombre de répétitions. En réalité virtuelle, on peut ne pas prendre de coups, on peut ne pas être complètement engagé physiquement, mais on peut être engagé cognitivement dans la tâche et travailler sur l'anticipation des coups de l'adversaire. Donc ça, c'est un atout qu'on développe dans le projet REVEA, qui est un des grands projets du programme d'avenir PIA3 PPR Recherche. Donc c'est un projet en fait, qui incorpore à la fois des chercheurs, mais aussi énormément des personnes du terrain. Donc on travaille directement avec l'attaché scientifique dans la fédération de boxe, pour vraiment que les outils de la réalité virtuelle soient non seulement des outils de recherche, mais surtout et avant tout des outils pratiques pour l'entraînement, de soutien à la définition de nouveaux programmes d'entraînement, d'aide à l'entraîneur. Et ça, c'est fondamental. Quel rôle peut jouer la réalité virtuelle ou va jouer la réalité virtuelle, puisque vous prédisez l'avenir pour Paris 2024, par exemple? On a du mal à imaginer, dites-nous.
Alors là, l'idée, en particulier dans le cadre du projet REVEA, dont fait partie d'ailleurs de Guillaume, c'est de justement travailler sur certains points qu'on a identifiés comme points d'amélioration possibles pour les joueurs, ou en tout cas pour les combattants dans le cadre de la boxe, donc d'isoler ces fameuses sous-compétences et de travailler de concert avec la fédération pour savoir à quel moment faire ces entraînements, à quelle fréquence, comment faire aussi pour que cette technologie puisse aller sur le terrain, que les combattants ne soient pas obligés d'aller dans une salle de réalité virtuelle en laboratoire, à décontextualiser de leur entraînement, mais que cette technologie, elle aille sur le terrain. Ce qui lève énormément de défis technologiques, puisque entre avoir un casque ou un grand écran sur lequel on se déplace et on voit son corps, le casque, on ne voit pas son corps. Donc ça pose plein de défis technologiques derrière. Et donc on se prépare actuellement avec les fédérations pour que ces technologies soient prêtes pour 2022, pour que justement on ait le temps de les prendre en main et d'accompagner les sportifs et les entraîneurs, le staff, jusqu'en 2024. Merci pour ces explications. Je crois qu'il y a des questions dans la salle. Je ne peux pas imaginer d'ailleurs qu'il n'y en ait pas parce que c'est des sujets sur lesquels on a évidemment envie de poser plein de questions. Bonjour à tous. Merci pour la présentation pour chacun d'entre vous déjà. C'était super intéressant. J'ai une question, moi, sur la data, sur les nouveaux indicateurs qu'on a sur les sportifs, sur la culture de l'excellence, de la performance et ces nouveaux indicateurs. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il y ait une homogénéisation des profils de sportifs, en fait? C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des sportifs qui sont évalués selon les mêmes critères et qui, du coup, doivent répondre à des mêmes exigences et qui, de ce fait, jouent de la même manière. Aurélie, c'est pour vous cette question. Moi, je peux en parler parce qu'en fait, alors Yannick Nyanga, qui est directeur sportif du Racing 92, qui aurait dû être là aujourd'hui mais qui n'a pas pu venir, en fait, on travaille tous les deux sur un projet sur ce sujet-là. Parce que Yannick est venu vers moi en me disant, tu sais Aurélie, au rugby, on utilise énormément la data. Et lui, il a très peur de deux choses. D'une part, de plusieurs choses. D'une part, c'est qu'on risque de passer à côté de talents qui... Parce que quand on fait de la data, quand on applique des modèles, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la moyenne statistique. On tend vers une moyenne statistique. La réalité, c'est ça. Et donc, par conséquent, on va du coup passer à côté des gens qui sont atypiques, mais qui pour autant, c'est les grands joueurs. Et Yannick en fait partie. Yannick Nyanga, lorsqu'il était jeune joueur, si on avait appliqué ces modèles, ces principes de data pour aller détecter chez lui un talent, on ne l'aurait pas détecté. Parce qu'il a des caractéristiques très particulières en termes de performance, physique, etc. Et d'endurance. Et donc, il y a le premier risque. Le deuxième risque, c'est, comme vous l'avez très bien dit, d'homogénéiser les matchs. Parce que si tout le monde a les mêmes critères, tout le monde aura la même stratégie, et donc il n'y aura plus de jeu, en fait. Et le troisième risque, et Yannick le dit très bien, c'est de ne plus écouter son flair. Yannick me dit beaucoup, il me dit, et alors c'est dommage qu'il n'est pas là, parce que franchement, il vous aurait beaucoup parlé mieux que moi de ça. Il dit justement, on a du flair, on a le French flair, que vous connaissez sûrement, au rugby, moi je suis une ancienne joueuse de rugby amateur, pas du tout, où en fait, les Anglais nous envient notre French flair, et en fait, ce flair, cet instinct, il faut qu'il reste sur le terrain. Et donc, c'est pour ça que c'est très important de garder cet équilibre dans le sport, d'utiliser les datas. Mais en fait, c'est dans toutes les disciplines, en fait. C'est une question d'équilibre. C'est savoir utiliser les datas, savoir utiliser les prédictions correctement. C'est pour ça que vous parliez de comprendre ce qu'on fait. Et c'est important, quand on a une techno dans les mains, il faut comprendre que ce qu'on obtient de la part de la techno, c'est une suggestion, ce n'est pas une vérité absolue. Et puis, d'arriver à prendre ça comme un soutien et pas comme un vecteur qui va déterminer la décision. Donc, vous avez entièrement raison. Et les directeurs sportifs sont très, en tout cas au rugby, c'est le seul sport que je connais qui utilise beaucoup ça, ils font très attention lorsqu'ils utilisent ces outils pour détecter des talents, suivre la performance des joueurs ou préparer un match face à un ennemi dont ils auraient analysé les matchs du passé. Oui, Jean-Pierre, je voulais juste rajouter quelque chose à un moment où on parle même d'équiper des joueurs de foot d'oreillettes pour qu'ils reçoivent directement les consignes. Alors là, on serait encore plus dans ce sujet-là. Pardon, Jean-Pierre. On dit souvent au basket que, comme dans tous les sports, le jeu appartient aux joueurs. Si de même, vous connaissez tous Michael Jordan, est-ce qu'il aurait fait la même carrière si on avait tout le monde, équipé tout le monde de ça? Et si c'est ça, et si ça l'annule dans sa carrière, je dis il faut qu'on arrête. Est-ce que je veux dire? Il faut qu'à un moment donné, on n'aille pas jusqu'au bout, justement, de tuer la créativité des joueurs, tout ça, c'est quand même important.
Sinon, derrière, on n'ira plus, nous, voir les rencontres si c'est complètement aseptisé. Donc, que ça aide à la performance, mais que ça n'île pas la créativité. Moi, je le ressens comme ça. Parce que comment ils reçoivent, Martin, par exemple, les joueurs, eux, est-ce qu'ils se semblent... Déjà, ils sont très surveillés. Est-ce que c'est quelque chose qui leur pèse? Est-ce qu'ils se rebellent un peu face à ça? Quand tout à l'heure, je parlais un peu du coût-bénéfice et de s'adapter au contexte, c'est vraiment ça. Il y a des profils de joueurs qui ont cette appétence sur l'information, d'autres pas du tout. Comment c'est perçu? Chaque club est différent en fonction du passé, de l'historique de ces joueurs aussi. Donc, il faut s'adapter. Faut s'adapter, mais ça peut facilement être à double tranchant aussi, c'est sûr. Guillaume, je crois que vous vouliez rajouter quelque chose. Oui, deux points. Je pense que la révolution de la donnée, c'est l'individualisation. C'est-à-dire effectivement être capable d'être ultra précis sur la personne qu'on a en face de nous et pas sur une moyenne globale. Alors je sais que c'est compliqué pour certains algorithmes, mais voilà, c'est en tout cas vers ça que je pense qu'il faut qu'on arrive à tendre. Et puis l'autre point, c'est aussi une individualisation de la donnée qu'on renvoie. C'est-à-dire que la donnée ne doit pas être la même pour un entraîneur, pour un sportif de très haut niveau qui est réceptif à la data, pour un sportif de très haut niveau qui est allergique à la data, ou pour monsieur et madame tout le monde dont on fait partie et pour qui on reçoit aussi des données. Merci. Franck, vous parlez de boxe tout à l'heure. On va accueillir tout de suite Guillaume Alves, qui va nous parler d'une start-up qui travaille sur l'innovation dans la boxe et qui va nous être présentée pour la première fois, qui s'appelle Hypercut. On vous écoute. Exactement. Bonjour à toutes et à tous. Merci au Salon Sport Illimitech pour l'accueil sur cette scène et pour vous parler du projet Hypercut. Donc le projet Hypercut, il naît en fait d'un constat qui est assez simple, dont vous avez tous parlé aujourd'hui. C'est que Olivier, donc, qui est l'inventeur d'Hypercut et également boxeur, se dit qu'il n'a aucune data, aucune métrique qui lui permette d'évaluer son évolution, qui vont lui permettre d'évaluer sa performance pendant ses entraînements. Et il se dit forcément il va falloir trouver une solution pour remédier à ça. Et donc Olivier, qui travaille avec la data et l'intelligence artificielle déjà depuis de nombreuses années, se dit que la solution, elle est dans la technologie, elle est dans la data. Et donc de là naît le projet Hypercut. Alors le projet Hypercut, qu'est-ce que c'est? C'est une housse qu'on appelle l'Hyperskin, que vous retrouverez juste en bas de cette salle, qui s'adapte sur n'importe quel sac de frappe et qui est composé de 8 capteurs qui vont donc relever avec beaucoup de précision la force, la vitesse, la précision, les réflexes, la réactivité du sportif qui va venir donc porter un coup sur cette Hyperskin. Imaginez maintenant que ces données remontent instantanément au sein d'une application qui va accompagner le sportif dans son entraînement au quotidien. L'objectif en fait de cette application, c'est de permettre donc aux sportifs, alors je dis sportifs parce que ça ne concerne pas que les boxeurs, d'adapter leurs entraînements avec beaucoup de précision grâce aux données qu'ils vont transmettre au sac. Donc comment ça fonctionne? Lorsqu'on est sur l'application, on va choisir un entraînement qui va être envoyé au sac. Donc finalement, on rend le sac de frappe totalement interactif. Et la récupération de ces datas va permettre de suivre l'atteinte de l'objectif que s'est fixé le boxeur, le sportif. Une fois qu'on avait fait ça, on s'est dit c'est super, on a atteint l'objectif initial qui était de permettre au sportif d'évaluer sa performance. Mais on s'est dit finalement, on collecte tellement de données que ça serait dommage de s'arrêter là. Et on a souhaité prendre toute cette data, l'intégrer dans une intelligence artificielle pour pouvoir proposer beaucoup plus aux sportifs. Proposer beaucoup plus, qu'est-ce que c'est? C'est dans un premier temps être en capacité, et vous en parliez tout à l'heure, de prédire d'éventuelles blessures. Grâce à l'analyse des données, donc grâce à une analyse de données de masse qui est en lien avec les données de l'athlète et donc avec son profil physiologique, être en capacité de détecter chez l'athlète, lors de ses entraînements, des situations à risque. Alors par exemple, ça peut être de l'entraînement en sur-régime, en sous-régime, en tout cas être en capacité, grâce à des modèles de données, d'aller prédire cette éventuelle blessure. C'est également être en capacité de prédire une certaine progression. C'est être en capacité de proposer, grâce à l'IA et grâce au modèle de données, un entraînement qui soit plus adapté à l'atteinte de l'objectif que s'est fixé le sportif et donc finalement à dépasser ses limites. Aujourd'hui, le projet donc, est en cours depuis maintenant quelques mois dans plusieurs salles de boxe. Et puis on s'est dit qu'on aimerait, et ça va me permettre de faire une transition, qu'on aimerait mettre cette technologie au service de la e-santé. Puisque rappelez-vous, tout à l'heure, j'ai parlé
d'être en capacité de mesurer la force, la rapidité, la précision, les réflexes. Et ce qu'on souhaiterait aujourd'hui, c'est pouvoir développer ce projet et le mettre au sein donc, de la e-santé et de la rééducation, et qu'on puisse trouver Hypercute dans des SSR, donc des services de suite à la réadaptation, chez des psychomotriciens, chez des kinés, pour pouvoir accompagner les patients victimes de blessures, d'accidents, voire même d'AVC, dans une rééducation qui soit beaucoup plus optimisée, beaucoup plus adaptée, beaucoup plus personnalisée, grâce au relevé des métriques. Donc ça me permet du coup de faire la transition et de vous dire qu'on sera également présent au Salon Sport Illimitech à Toulouse au mois de juin 2022 pour présenter la suite de ce fabuleux projet qu'est Hypercute.